Pour Théo, cette sensation familière, cette manière de combattre pour combattre, accroître sur un terrain, lorsque ce même terrain s'arrête et que le silence prend place. Pour Théo, cette sensation familière de combattre, l'effroi qui était en train de s'accroître, c'est encore lorsque nous sommes sur le terrain, ce terrain de feu, de cendre et de sang, lui-même, presque rempli, presque vide, à l'heure et à l'instant, à ce moment précis où je vous parle, à l'instant où je vous parle, presque rempli par l'odeur du sang, presque submergé par la terre et par la boue, les empreintes de leurs griffes et de leurs pattes laissées derrière eux. Théo, lui-même, dans le calme, tranquille, était assis par terre. Théo, lui-même, dans le calme, était assis par terre, tranquille, derrière les herbes. Il regardait et il attendait. Il attendait pour pouvoir passer à l'attaque. On pouvait déjà sentir dans le sol ses griffes se resserrer, se serrant tellement les unes contre les autres que l'on pouvait entendre des lacérations, des bruits de lacération. Il serrait tellement ses griffes dans la terre qu'il en laissèrent une empreinte et du sang sur la paume de ses mains. Il partit alors au combat, mais cette sensation qu'il avait en lui, cette sensation d'effroi familière, cette manière de sentir que le terrain sur lequel il est en train de s'accroître, ce terrain sur lequel rien ne s'arrêtera jamais, eh bien c'est presque la même sensation que Lydia avait sentie trop peu de temps après. Trop peu de temps après, lorsque Styles était revenu à la fête chez Lydia, qui avait été ravagée par cette meute contraire. Cette meute contraire à la leur, cette meute qui avait ravagé la fête de Lydia, qui était rentrée à l'intérieur, de feu et de sang, de terre et de boue, qui avait laissé leur marque, qui avait marqué leur territoire. C'est alors que Lydia, qui avait attendu en dessous de son lit, couchée par terre, terrifiée, la peur au ventre. C'est alors que Styles, l'effroi qui les entourait, la peur au ventre, et presque terrifié, l'effroi qui entourait cette maison. Styles, de peur de perdre Lydia, se mit alors à côté de Lydia, en dessous du lit, et lui dit alors « Ferme les yeux ». Il lui demanda de fermer les yeux. Lydia ferma les yeux, et c'est alors que lui-même, Styles, ferma les yeux aussi. Il les réouvra après un quart de seconde. Ses yeux n'étaient plus normaux, comme avant. Ils n'étaient plus bruns ou brun noisette, comme on pouvait les voir à la lumière du jour, ou brun foncé lorsqu'on pouvait les voir le soir. Il réouvrit les yeux. Lydia avait les yeux fermés. Styles regardait pendant un instant Lydia, les yeux fermés. Il se demandait bien à quoi Lydia pouvait penser, ce qu'elle pouvait voir ou ressentir. C'est alors qu'il dit à Lydia « Tu peux ouvrir les yeux ». Styles, pendant un quart de seconde, avait fermé les yeux lui aussi. Ses yeux étaient de nouveau jaunes, jaune vif, tel un oméga. Tel un oméga, ses yeux étaient jaune vif. Il demanda alors à Lydia d'ouvrir ses yeux et de lui faire confiance. C'est alors que Lydia lui fit confiance et lui ouvrit les yeux. Elle respira un coup, et encore une fois, Styles pouvait sentir sa respiration forte. Il pouvait sentir sa respiration forte sur son torse et légèrement sur sa clavicule. C'est alors que Lydia ouvrit les yeux. Apeurée, elle se mit légèrement, à respirer beaucoup trop fort. Légèrement, elle se mit à respirer beaucoup trop fort. Sa respiration s'était arrêtée pendant un temps, mais Styles lui a dit, en gardant sa main sur sa bouche pour ne pas qu'elle crie et pour ne pas qu'elle hurle. En gardant sa main sur sa bouche pour ne pas qu'elle hurle ou pour ne pas qu'elle crie. C'est alors qu'il lui a dit « Garde ton calme, respire ». Lydia a respiré, a inspiré et a de nouveau expiré. A regardé les yeux de Styles et lui a passé sa main dans les cheveux. Lui passant sa main dans les cheveux, redescendant jusqu'à l'arcade sourcilière, regardant ses yeux et passant ses mains sur ses lèvres, ainsi que sur le côté de ses joues, il la regarda.
Il l'a regardé, Lydia l'a regardé, et il a tout simplement dit « Ouais, je suis un loup ». Lydia a demandé pourquoi est-ce qu'il avait gardé ce secret, pourquoi est-ce qu'il n'avait pas voulu le dire, et depuis quand est-il un loup. Il n'avait pas voulu le dire, car cela faisait depuis tellement peu longtemps. Lydia lui a demandé « Depuis quand ?» Elle a dit « Depuis que j'étais dans la... » Lydia avait demandé « Depuis quand ?» Styles a répondu « Depuis qu'il était dans la forêt, qu'il a vu la chair fraîche de cette femme allongée sur le sol, découpée en 2 morceaux, allongée sur le sol, clouée au sol. Eh bien, depuis ce jour-là où il a été dans la forêt, le premier jour de l'année où Scott s'est fait mordre, il a remarqué que peu de temps plus tard, un trimestre plus tard, il a remarqué que Styles réagissait de manière agressive, que cette manière de réagir chez Styles lui paraissait familière, et que des fois sa manière d'agir, qui était plutôt agressive, était en train d'accroître. Il en a conclu donc qu'il était peut-être un loup lui aussi. Un jour, dans les vestiaires des garçons, il a soulevé son t-shirt, il a enlevé son t-shirt, tout comme Scott qui en a fait de même pour mettre son équipement de lacrosse. Il en a remarqué que sur les côtes du côté gauche, il avait une morsure, alors que Scott, lui, sur ses côtes du côté droit, en avait une morsure. C'est alors qu'ils ont commencé un entraînement régulier. Et souvent, dans la forêt, ils s'enfermaient dans l'obscurité, dans les ténèbres, pour pouvoir apprendre à savoir voir dans la nuit, à savoir voir, à s'entraîner, à courir, à chasser, à courir, à laisser son territoire derrière soi, à marquer son territoire, laisser son territoire derrière soi, former une meute ou encore apprendre à courir, à voir dans le noir, à chasser des proies, à devenir le prédateur autant que la proie. Il fallait qu'il apprenne. Scott l'a alors emmené dans les plus profonds de la forêt, dans les profondeurs de la forêt les plus obscures, dans les endroits les plus obscurs et les plus terrifiants. C'est alors qu'il lui a appris à être le prédateur autant qu'à être la proie. Il lui a appris à être un loup, il lui a appris à voir dans le noir, à courir et à laisser son territoire derrière soi. Les frissons et la peur étaient tout autour d'eux. Cette sensation familière de déjà-vu, d'effroi, qui était en train de s'accroître tout autour du comportement de Styles, ce jour-là, avait laissé une marque bien ancrée dans son cœur. C'est alors que cette marque bien ancrée dans son cœur, il expliqua tout, mot pour mot, sensation pour sensation, qu'il lui paraissait familière ou non, l'effroi et la peur, l'angoisse qu'il avait laissé derrière lui. Il expliqua mot pour mot ce qu'il avait vécu avec Scott lorsqu'ils étaient dans les profonds de la forêt. C'est alors que Lydia se mit à voir tout autour d'elle, partout autour d'elle, elle se mit à voir des personnes qui n'arrêtaient pas de dire qu'ils étaient désolés. Ces personnes n'arrêtaient pas de dire qu'ils étaient désolés. Ils étaient tout autour de la piscine et étaient imposants. Ces personnes, qui étaient les membres de la fête, avaient une lacération au cou, étaient recouverts de sang, n'arrêtaient pas de s'avancer vers Lydia, qui elle-même se reculait vers la piscine. Elle n'arrêtait pas de dire, elle n'arrêtait pas de crier, de dire qu'elle ne voulait pas les voir, qu'elle ne voulait pas qu'ils s'approchent. Elle s'est alors tellement reculée qu'elle a commencé à crier sur le bord de la piscine. Son cri était tellement puissant qu'elle en a glissé dans la piscine en se reculant une dernière fois. En se reculant une dernière fois, elle a glissé dans la piscine. Son cri était tellement puissant et renversant que cela en a brisé les vitres. C'est alors que Lydia était tombée dans l'eau, tombée dans la piscine. Elle se releva après avoir touché le fond de la piscine. L'eau s'était figée comme si elle était dans un autre endroit, un autre lieu. Elle s'est retrouvée alors à l'intérieur du lycée, dans lequel elle entendait dans le couloir du lycée. Les casiers qui vibraient, les portes qui se refermaient et qui s'ouvraient. Et c'est alors qu'elle vit dans les casiers. Dans les casiers, elle vit et elle entendit le visage et le bruit d'un cri d'un patient de Heckenhaus. Dans les casiers, elle entendait les cris des patients de Heckenhaus, cette sensation familière de voir que quelqu'un était enfermé derrière une grille. Et bien dans les casiers, elle sentait cette sensation familière de quelqu'un qui était enfermé derrière une grille. L'effroi de savoir que ses peurs étaient en train de s'accroître. L'effroi de savoir que ses peurs étaient en train de s'accroître. L'effroi de savoir que cette sensation familière
était en train de devenir plus forte, de savoir que certaines personnes étaient enfermées derrière une grille, dans l'obscurité et dans le noir des casiers. Elle ouvrait les portes, elle entendait un bruit et elle voyait un visage. Une personne était en train de courir une personne habillée en blanc. Une personne habillée en blanc, vêtue d'une chemise d'hôpital, une chemise que l'on mettait aux fous pour pouvoir rester dans leur chambre. Ces personnes qui avaient une chemise blanche, qui étaient à Heckenhaus, étaient classées comme dangereux, comme incontrôlables et avec beaucoup d'antécédents. Ces personnes qui portaient une chemise blanche, qui voilait l'entièreté de leur corps, cette chemise blanche et opaque qui voilait l'entièreté de leur corps, elles ne connaissaient pas leur identité. Mais ce qu'elle savait, c'est que son séjour passé à Heckenhaus lui avait appris que ces personnes qui étaient vêtues d'une chemise blanche qui voilait leur corps étaient des personnes sous traitement haut et régulier. Ces personnes étaient vraiment très dangereuses et pouvaient parfois avoir des manifestations psychotiques ou encore de la psychose ou de la parano. Elle était partie à la recherche de cette personne vêtue d'une même chemise blanche. C'est alors qu'elle entendait les cris dans les couloirs. Elle savait qu'au-dessus d'elle, c'était la piscine et les profondeurs, et qu'au-dessus se déroulait la fête dans sa maison, mais l'eau s'était figée. Il n'y avait plus de courant, il n'y avait plus la sensation du froid, il n'y avait plus la sensation de l'extérieur, le bruit de la fête, les cris et les adolescents qui s'amusaient. On n'entendait plus la musique, on n'entendait plus les adolescents qui s'amusaient, le mouvement de leurs pieds sur la terre, les danses ou encore les cris, la musique, rien que le silence. Tout autour de Lydia, il y avait le noir du couloir dans lequel elle marchait pour rejoindre cette personne. Eh bien, elle continuait à marcher, encore et encore dans l'obscurité. C'était le calme, les fenêtres étaient ouvertes, elle avait essayé de sortir. Lorsqu'elle a essayé de sortir par une fenêtre, c'était comme dans un labyrinthe. Elle se retrouvait encore une fois au même endroit où elle est arrivée lorsqu'elle est tombée dans la piscine. Styles lui-même avait plongé dans la piscine, car il ne voulait jamais oublier Lydia quelque part. Il avait plongé dans la piscine, il ne voulait jamais oublier Lydia quelque part. Il la retrouva alors dans le couloir du lycée, trempée, mais Lydia était dans le couloir. Il l'a ramenée à la surface, passant par la fenêtre. Il l'a grimpée jusqu'à la surface, nagé jusqu'au bout de la piscine. Il l'a posée sur le côté. Lydia a hurlé, et la nuit était noire. Cette sensation familière de déjà-vu était en train de s'accroître, encore et encore, lorsqu'elles remarquèrent les yeux jaunes qui reflétèrent la lumière de la nuit. Les yeux jaunes de Styles qui reflétèrent la lumière de la nuit, qui étaient impatients de pouvoir revenir à la lumière du jour, eh bien ces yeux qui reflétèrent la lumière de la nuit, qui étaient aussi scintillants que les lumières qu'il y avait autour de chaque tente blanche, eh bien étaient en train de s'accroître comme une sensation de déjà-vu. Lydia regardèrent ses yeux et lui demandèrent une nouvelle fois pourquoi il était un loup-garou. Il lui a tout simplement dit « Assieds-toi sur une chaise ». Elle s'est alors assise, et en face d'elle s'est installé Styles, qui toujours lui a raconté la même chose, que un soir, chez lui, dans sa chambre, il était en train de réfléchir à une enquête que son père menait, le shérif adjoint de Beacon Hills. Il était en train de réfléchir à une enquête que son père menait, tout seul. C'est alors qu'il a commencé à essayer de joindre bout à bout ce qu'il avait pu récolter de son côté. Ce que Styles, ce soir-là, avait bien pu récolter de son côté comme preuve qui pouvait être satisfaisante. Comme preuve qui pouvait être satisfaisante ce soir-là, Styles, qui avait joint bout à bout, avec un fil rouge sur un panneau sur lesquels il y avait des photos de crimes et de meurtres sanglants, de cadavres cloués par terre, qui étaient recouverts de leur propre sang,
de strangulation au cou, des corps par terre qui étaient cloués sur un sol froid. Des corps par terre qui étaient cloués sur un sol froid, ou encore à l'intérieur d'un hangar abandonné, recouvert de sang, des strangulations au cou. Eh bien, toutes ces photos étaient mises les unes sur les autres, reliées entre des fils rouges, bout à bout. Ces photos étaient accrochées sur un panneau. Il réfléchissait ce soir-là. Scott était en bas et lançait des fenêtres Scott était en bas et à sa fenêtre lançait des cailloux pour pouvoir lui dire qu'il était en bas. C'est alors qu'il regardait à la fenêtre. Tout en ouvrant la fenêtre, il regarda par terre, en bas. Il vit Scott qui lui fit signe pour descendre. Il vit Scott qui lui fit signe de descendre. C'est alors que Styles laissa son tableau, laissa sa chambre et éteignit la lumière derrière lui, passa par la fenêtre et sauta une fois arrivé en face de Scott. Ils s'enfoncèrent dans la forêt. Scott se fit mordre tout d'abord, mais quelques semaines plus tard, il put remarquer que le changement de comportement de Styles devenait plus inquiétant, commençait à s'accroître, et devenait si familier que cette sensation de comportement qui changeait, qui était en train de s'accroître au niveau de Styles, paraissait si familier que Scott en a déduit qu'il était aussi loup-garou, mais qu'il allait le devenir seulement plus tard. Ils sont donc partis très souvent, régulièrement dans la forêt, pour pouvoir savoir autant être la proie que le prédateur, autant savoir voir pendant la nuit, autant savoir courir et laisser son empreinte. C'est alors qu'il lui a tout raconté, bout à bout, mot pour mot. Il lui a tout raconté, laissant derrière lui une trace de son territoire dans la maison de Lydia. Il revint alors au lycée le lendemain. Lydia embrassa Styles. Styles embrassa Lydia. Ils s'asseyèrent l'un à côté de l'autre, et Scott, Liam, Malia, Kira, Théo et tous les autres étaient venus s'asseoir à côté d'eux. Ce soir-là, Lydia en avait encore des visions récurrentes. Scott, lui, n'avait aucun souci avec ça. La seule chose qui le dérangeait encore chez Scott, c'était cette moitié de Styles qui n'avait pas disparu durant l'accident de la forêt, lorsqu'ils se sont tous les deux fait mordre, mais que seulement un trimestre plus tard, Styles l'a découvert dans les vestiaires des garçons, en enlevant son t-shirt à côté de Scott, remarquant qu'il avait une morsure sur la côte gauche de son corps, de son torse. Il en avait remarqué seulement plus tard. Un trimestre plus tard, il a commencé à savoir manier ses pouvoirs de loup et de loup-garou. Seulement un trimestre plus tard, il a commencé à savoir manier correctement ses manières de loup-garou, à savoir se contrôler à la pleine lune, ses yeux et son changement, le changement qu'il avait autour de lui, qui était poignant pour Scott et qui était poignant pour lui, a commencé à s'agréer et à devenir de plus en plus fort. Il a commencé à savoir le gérer, tel que ses yeux à la pleine lune qui devenaient plus puissants, tel que son comportement qui était plus puissant, tel que sa vue qui paraissait plus précise, tel que son comportement qui paraissait plus violent. Eh bien, il s'est adressé à Scott. Avec quelques trimestres et quelques années d'entraînement, il a su qu'il était un loup-garou, qu'il était un alpha, qu'il était un oméga, et que Scott était un alpha. Il l'a su, et avec de l'adresse, avec de la poigne, il a commencé à comprendre et à savoir faire. Lydia l'avait écouté, bout à bout, mot pour mot, jusqu'à la fin. Il lui a alors dit, et j'ai donc conclu 7 semaines plus tard que j'étais un loup-garou. Je l'ai compris seulement 3 semaines plus tard, mais 7 semaines plus tard, j'en ai compris réellement que j'étais un loup-garou, car j'étais dans la forêt. Scott l'avait aidé et les avait rejoints dans les couloirs du lycée pour en parler concrètement, car Styles ne se souvenait plus clairement de ce qui s'était passé cette nuit-là. Ils en ont parlé avec Lydia, avec Kira,
avec Malia.